que le nombre stagne un petit peu, donc on va commencer notre présentation. Donc aujourd'hui, merci beaucoup de vous joindre à nous. On va parler conciliation famille, travail et risques psychosociaux. Donc je vous mets notre ordre du jour ici à l'écran. Donc on va bien évidemment donc d'abord parler un petit peu du réseau pour un Québec famille et de Concilivie très très rapidement. Présenter nos deux invités qui ont gentiment accepté de venir partager leur savoir et leurs connaissances avec vous aujourd'hui. Donc Marie-Ève Beauchamp-Legault et Marie-Ève Champagne. Ensuite, on va parler vraiment, rentrer dans le vif du sujet, parler des risques psychosociaux, donc les comprendre, parler également du rôle des gestionnaires. Puis ensuite, on va parler un petit peu de pistes d'action concrètes et il y aura également du temps pour une période de questions, donc ça va être une heure assez chargée. Alors, le Réseau pour un Québec famille, donc le RPQF, qu'est-ce que c'est? Donc, le Réseau pour un Québec famille, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui va vraiment regrouper des organismes nationaux qui sont soucieux de la situation des familles québécoises et qui proviennent donc de secteurs communautaires, municipaux, de l'éducation, de la santé, également des services sociaux. Puis notre rôle au RPQF, c'est vraiment donc de promouvoir et valoriser la famille, l'importance de sa contribution pour la société, ainsi que le soutien à lui apporter. Euh, Au Réseau pour un Québec famille, en fait, on a plusieurs activités. L'une des activités que l'on a, qui est une grosse activité qu'on mène chaque année, c'est la Semaine québécoise des familles. C'était la 29e édition la semaine passée. C'était une grosse semaine, il y a eu plein d'activités qui ont été organisées. Puis également, on a donc le saut Concilivie que peut-être vous connaissez avec donc le programme d'accompagnement Concilivie qui a vu le jour en 2019. Puis ce programme a été mis en place parce que les familles ont en fait soulevé la conciliation famille-travail comme étant un enjeu pour elles. Chez Concilivie, on a plusieurs rôles et on mène nos stratégies selon vraiment quatre grands piliers. On va avoir tout ce qui va être génération et transfert de connaissances, le soutien au changement de pratique en matière de conciliation famille-travail. On fait également partie de différents comités de travail nationaux, donc notamment pour notre mobilisation, notre pilier mobilisation et partenariat. Puis on fait aussi beaucoup de plaidoyer et d'avis conseils. On participe à de nombreuses conférences et également à des webinaires comme celui-ci aujourd'hui. Puis on a aussi une infolettre, donc si jamais vous êtes intéressé à connaître nos actualités, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur notre site internet directement. On va donc passer à la présentation de nos invités. Donc Marie-Ève Beauchamp-Legault et Marie-Ève Champagne. Puis Marie-Ève et Marie-Ève, je vais vous laisser vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Je pense que vous êtes les mieux placés pour parler de vous. Donc Marie-Ève Beauchamp-Legault, est-ce que peut-être tu veux commencer? Oui, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet avant-midi. Moi, je suis actuellement stagiaire postdoctorale au Centre d'expertise de gestion de la santé et sécurité au travail de l'Université Laval. Puis mes travaux de recherche, moi, se concentrent surtout sur tout ce qui touche la santé et le bien-être au travail. En gros, voilà un peu mon background. Super, merci beaucoup. Marie-Ève Champagne? Un petit peu mon background, mais madame, elle a un postdoc quand même. Pour ma part, je m'appelle, on va faire ça très original. Je m'appelle aussi Marie-Ève, Marie-Ève Champagne. Je suis spécialiste santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail. Je n'ai qu'un deuxième cycle universitaire en santé, sécurité au travail. Non, j'ai un DSS en santé, sécurité au travail. J'en suis vraiment très fière de l'Université de Montréal. Puis, dans la vie de tous les jours, j'accompagne des organisations à relever leurs défis en matière de santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail. Et en 2024, ça s'articule beaucoup autour de la modernisation du régime, mais ça s'articule aussi beaucoup en matière de santé psychologique en milieu de travail. Et pour une organisation, ça veut dire se préoccuper des risques psychosociaux auxquels les employés sont exposés dans le cadre de leurs activités professionnelles. Wow, j'imagine que tu es bien occupée au quotidien. C'est On sûr, va c'est sûr. Donc, commençons avec notre première
question, si j'arrive à changer de page, c'est bon. Donc, que sont les risques psychosociaux et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'en parler? Oui, Marie-Ève, tu voulais-tu, nous, on fait ça de façon très, très informelle, là, ce midi. Je sais pas, Marie-Ève, tu voulais-tu présenter les statistiques, commencer par présenter les statistiques là, qu'on avait. Oui, ben, en y allant de façon très fluide, ben, tu sais, le travail, on dit souvent que le travail, c'est la santé. On sait que les gens qui travaillent sont généralement plus en santé que ceux qui ne travaillent pas. Le spécialiste santé sécurité au travail, je vais mettre un guillemets, je vais vous dire, ça dépend des conditions dans lesquelles ce travail-là se réalise, mais néanmoins, euh, le travail, c'est la santé, puis c'est beaucoup de gens en ce moment qui occupent un emploi dans la population. La population active, elle est quand même importante. De ces gens-là, Alison, s'il vous plaît, fait clochette, de ces gens-là, ben, on parle de risques à la santé physique, mais il y a aussi des risques à la santé mentale. On en a parlé un petit peu en introduction. Marie-Ève et moi, c'est notre marotte. C'est ce dans quoi on œuvre et dans quoi on a les deux mains dedans la plupart de nos semaines. Déjà pré-pandémie, on avait déjà des enjeux de santé mentale. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec la pandémie, mais la pandémie, ça a été le coup de piche-note pour beaucoup de personnes et cette pandémie-là ne nous a pas laissé indemnes comme société. On va en subir des contre-coups encore pendant longtemps. Euh, L'indice de santé mentale TELUS de janvier 2024 disait aussi que c'était encore 33% des Canadiens qui avaient un risque élevé d'avoir des troubles de santé mentaux. Si vous voulez une proportion pré-pandémique, on parlait de 14% avant la pandémie. Ça coûte excessivement cher. C'est une statistique, 12 milliards de jours de travail perdus, 1000 milliards de dollars. C'est une statistique parmi tant d'autres. Ce sont des chiffres à l'échelle de la société. Je vais vous inviter à poser déjà la réflexion sur qu'est-ce que ça représente dans votre organisation. Si vous n'avez pas ces données-là, c'est crucial et c'est un enjeu d'affaires majeur d'aller commencer à mettre des chiffres et des signes de dollars et des nombres sur cette réalité-là parce qu'en ce moment, l'argent coule dans le caniveau quand on se parle de stress et quand on se parle de santé mentale. Puis, Marie-Ève, pour ajouter à ce que tu dis, là, la majorité des organisations, je vous dirais, là, ont de la misère justement à les quantifier, là, ce genre de données-là. Là. Donc, quand on demande, quand on pose la question aux organisations, justement, qu'on fait des sondages, est-ce que vous êtes capable de chiffrer, d'estimer combien ça vous coûte? Là, il y en a beaucoup qui nous disent là, qui ont la difficulté là, à vraiment là, mettre un chiffre là, sur les coûts là, de la santé mentale au travail. Même son de cloche ici. Même son de cloche. Je leur demande systématiquement, c'est quoi vos indicateurs? En RH, en SST, l'exception, c'est plus d'en avoir. La règle, c'est qu'on n'en a pas. Il manque des colonnes dans vos décisions d'affaires à ce moment-là. Merci, Marie-Ève, de l'amener. Puis, qu'on ait des chiffres ou pas, ben, on est désormais obligé de prendre en charge les risques psychosociaux d'une façon ou d'une autre parce que on a la loi qui modernise le régime de santé et sécurité au travail qui est rentrée en 2021. On s'en parlait déjà avant la pandémie. Avant la pandémie, c'était déjà la volonté du ministre Boulet qu'on se parle davantage de santé psy. C'est une modernisation qui était discutée depuis longtemps et qui était plus que due. On va se rappeler, sans rentrer dans le cours de santé et sécurité au travail, je ne vous ferai pas ça un matin, mais que notre loi en santé et sécurité au travail était adoptée en 1979 et la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles a été adoptée en 1985. On a un tout autre monde du travail dans les mains. On se devait de le moderniser. Il faut qu'on se parle des risques psychosociaux à travers cette modernisation-là. Beau principe. On amorce des discussions sur le stress, on amorce des discussions sur l'identification, puis après ça, ben, ça fait patate. Ça fait patate. Il y a des conditions de succès dont on va se reparler et Marie-Ève a beaucoup aussi de données, d'études aussi à vous présenter qui vont être fort intéressants. Mais au niveau des problèmes d'implantation, Marie-Ève, tu avais aussi d'autres observations à apporter. Oui, bien souvent, les organisations, quand on leur pose justement la question sur, bon, ben, oui, c'est facile de peut-être identifier les risques psychosociaux,
Mais après ça, ben, une fois qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup, quand on regarde là, dans les organisations, un manque de connaissance de la façon dont on peut intervenir, là. Également, souvent, les gestionnaires vont se sentir très seuls dans la façon dont ils doivent mettre en place certains programmes. Donc, on leur dit, bon, ben, mets en place un programme d'intervention, mais ils ne sont pas nécessairement accompagnés. Même si ça fait partie de la loi, il y a encore de la haute direction de l'organisation qui se sentent un petit peu, qui sont faiblement engagés là, dans la démarche. Puis aussi, ben, on le sait, les gestionnaires sont de plus en plus à bout de souffle. La pandémie n'a pas aidé la chose, mais quand, en tant que gestionnaire, on est nous-mêmes à bout de souffle, puis on doit en même temps faire l'analyse, déterminer les risques psychosociaux, puis faire l'intervention quand nous-mêmes, on ne va pas très bien. C'est là, je pense que les difficultés là, d'implantation là, se manifestent le plus. Là. Donc, moi, je laisse présenter encore des statistiques. On va aller par la suite dans le vif du sujet, mais une enquête là, québécoise sur la santé là, de l'INSPQ qui a eu lieu en 2014-2015. Donc, c'était bien avant la pandémie. Donc, comme Marie-Ève tout à l'heure le disait, on ne peut qu'estimer que les proportions, les pourcentages sont davantage là, élevés aujourd'hui. Donc, c'est une figure qui vous présente la proportion de travailleurs et de travailleuses qui présentent un niveau élevé de détresse psychologique liée au travail et non liée au travail. Donc, première observation qu'on peut faire ici, c'est qu'on remarque que les femmes souffrent davantage de détresse psychologique que les hommes en général au travail. Puis, quand on va regarder le niveau de détresse qui est lié au travail et non lié au travail, tant pour les hommes et les femmes, il y a vraiment une différence significative au niveau du niveau de détresse. Donc, il y a beaucoup plus de détresse qui est liée au travail que non liée au travail. Ici, c'est une autre diapo qui vous présente encore des statistiques de l'INSPQ qui montrent un peu, parce qu'on va vous parler des risques psychosociaux aujourd'hui, donc comment l'exposition aux risques psychosociaux chez les travailleurs vient impacter leur détresse psychologique au travail. Donc, on a l'INSPQ a regardé tout ce qui est harcèlement psychologique, reconnaissance, autorité, autonomie décisionnelle, le niveau d'exigence psychologique, puis le niveau de soutien. Puis on remarque là, que les travailleurs qui sont très souvent exposés à ces risques psychosociaux-là, par exemple, là, celui, je pense, qui saute aux yeux, c'est le harcèlement psychologique. Là. Donc, 49, à peu près 50% des travailleurs vont souffrir là, de détresse psychologique versus ceux qui ne sont jamais exposés à ce risque psychosocial-là. Donc, ça fait un lien avec l'importance d'être au courant de c'est quoi un risque psychosocial, comment intervenir aussi. Puis aussi, bon, ben, on le sait, là, quand on est exposé aux risques psychosociaux, bien, il y a des coûts qui sont associés à ça, là, les coûts que Marie-Ève vous a discuté, là, vous a parlé tout à l'heure. Risques psychosociaux, on promène cette notion-là depuis tantôt. Un arrêt important, c'est de les définir avant qu'on continue plus avant dans notre webinaire. Risques psychosociaux, si on part encore une fois de l'INSPQ, du modèle de l'INSPQ, ben, ce sont des facteurs précisément liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi, aux conditions sociales, aux relations de travail qui prévalent sur le milieu de travail. Et quand ces facteurs-là sont là de la mauvaise façon, ça augmente la probabilité d'avoir des effets néfastes à la fois sur la santé physique et la santé psychologique des personnes qui y sont exposées. Selon l'INSPQ, on peut changer, s'il te plaît, à Alison, fait clochette. Selon l'INSPQ, puis là, il y a différents modèles aussi, les principaux risques qui sont considérés dans ce modèle-là, on parle de charge de travail élevée. Moi, j'aime bien faire une distinction entre charge de travail et surcharge de travail qui dépasse les capacités de la personne. Une charge de travail, quand on travaille, on en a tous une. Le problème, c'est quand elle est démesurée et qu'elle est conjuguée avec d'autres facteurs de la mauvaise façon. Le fait aussi d'avoir une faible autonomie décisionnelle, ce sont tous des facteurs dont on va les reprendre un peu plus tard et on va les détailler un petit peu plus avant. Le fait de ne pas avoir, en fait, d'avoir de la faible reconnaissance au travail ou de la reconnaissance qui n'est pas adaptée non plus à nos besoins. Il y a un facteur de besoin aussi individuel en arrière de ça. Faible soutien social des gestionnaires, des collègues. On a le harcèlement psychologique aussi qui s'invite dans la discussion. On en a parlé tantôt, Marie-Ève en a parlé.
J'attire votre attention sur le fait que la loi 42 aussi a été adoptée le 27 mars dernier et on a des actions beaucoup plus musclées à prendre en la matière. Et le fait aussi, quand on a de la communication ou de l'information, au niveau d'information qui circule, qui ne sont pas adaptés aux besoins des personnes, ça va entraver l'efficacité, ça va entraver la productivité et ça va ajouter aussi au niveau de stress à cette espèce de soupe-là qui ne goûte pas très bon parce que ces risques psychosociaux-là, il faut les considérer comme étant une soupe. C'est l'ensemble et comment que ça marine et comment que ça mijote qui va devenir problématique. Une autre distinction importante à ajouter là-dedans, c'est on a le modèle d'INSPQ. Si vous allez faire un petit tour du côté de la CNESST, eux font une distinction entre risques psychosociaux et facteurs de risques psychosociaux. Les facteurs de risques psychosociaux, on s'en est parlé, basé un peu sur le modèle de l'INSPQ. On ajoute à ça aussi faible justice organisationnelle. C'est quoi ça, de la faible justice organisationnelle? On a l'impression de rentrer avec des gants de boxe le matin. C'est quoi les règles du jeu? C'est flou. Les règles d'attribution, des promotions, flou. Comment ça fonctionne ici? Développement des compétences. Qui a accès à quoi? Flou artistique, encore une fois, on nage dans le gris. C'est non précis. Et on est victime ou on voit nos collègues être victimes de ce qui est perçu comme étant de l'injustice. Ça aussi, ça va venir ajouter et assaisonner la soupe d'une mauvaise façon. Je fais un pas de côté. Sur nos risques, pour la CNESST, on ajoute violence. Violence sous toutes ses formes. La violence qui vient de l'interne, la violence qui vient de l'externe, avec les clients, les membres, les usagers, les personnes qu'on côtoie, les fournisseurs, les sous-traitants, violence physique, violence psychologique. Bien entendu, on a aussi du harcèlement. S'ajoute à ça aussi ce qui va se passer dans la vie personnelle de nos gens qui, des fois, vont dégouliner sur le milieu de travail, à savoir violence conjugale, familiale à caractère sexuel. On va commencer à avoir de la jurisprudence aussi à ce niveau-là. Et on va considérer aussi nos événements à potentiel traumatique. Quand on est exposé, je vais simplement le résumer comme ça, à de la misère humaine dans le cadre de nos fonctions et qu'on présente un diagnostic de choc post-traumatique, il y a de nouvelles présomptions qui vont s'appliquer, mais de faire attention aussi aux traumas qui sont cachés à travers nos activités professionnelles. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait aborder avec vous, c'est, Marie vous a présenté plusieurs risques psychosociaux. On ne peut pas tous les aborder dans dans un webinaire de 45 minutes, là, mais on voulait vous parler, dans le fond, des 4 risques là, qui ont le plus d'impact, je vous dirais, là, sur la santé et le bien-être au travail. Donc, on va aborder avec vous la charge de travail, la faible autonomie décisionnelle, la faible reconnaissance au travail, puis aussi le soutien. Donc, moi, je voulais commencer par vous parler un peu de la charge de travail, c'est quoi? Souvent, quand on va regarder la charge de travail, on va le prendre sous l'angle de la charge de travail qui est prescrite. Donc, on va appeler ça la charge de travail qui est officielle. C'est souvent ça qu'on va retrouver, par exemple, dans la description de poste ou avec les tâches qu'un employé doit faire. Donc, ça correspond aux attentes de performance puis de responsabilité que la personne doit faire là, dans son travail au quotidien. Mais si on regarde juste la charge prescrite, on oublie 2 autres charges qui, elles, vont avoir un effet plus important sur la santé psychologique des travailleurs, qui est la charge réelle puis la charge vécue. Donc, c'est quoi la distinction entre la charge réelle et la charge prescrite? Bien, la charge réelle, c'est finalement comment le travail doit s'effectuer au quotidien avec les contraintes puis tout ça qu'on va rencontrer dans le milieu de travail. Puis la charge vécue, c'est toutes les conséquences au niveau psychologique, là. Donc, est-ce que je suis à la fin de ma journée, je suis stressée, fatiguée, j'ai de la difficulté à récupérer? Puis moi, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est un peu dans le milieu de l'éducation actuellement. Par exemple, au niveau des ratios dans les classes, au niveau de la charge prescrite, ben, les enseignants ont un certain ratio élèves-professeurs, élèves à respecter. Par exemple, je ne le connais pas par cœur, mais par exemple, si c'est un enseignant pour 25 élèves, ça, ce serait la charge prescrite. Mais sur ces 25 élèves-là, vous en avez 10 qui ont des gros troubles d'apprentissage, des troubles de comportement, qui finalement ne comptent pas pour un élève, mais qui vont compter pour 2 élèves, par exemple. Donc, au niveau de la charge réelle, là, on se rend compte que si on va regarder cette charge réelle-là, ben, l'effet de la charge de travail est beaucoup plus néfaste là, sur la santé de l'employé. Puis après ça, ben, c'est sûr que d'avoir vécu une journée avec des élèves
qui ont des gros problèmes de comportement, faire de la gestion de classe, puis tout ça, au niveau de la charge vécue, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts là, négatifs là, sur la santé psychologique là, de l'enseignant. Donc, juste pour vous illustrer un petit peu, là, c'est quoi la distinction là, entre les trois. Ah, Mariette, t'es sur mute. Et un classique, on ne l'avait pas eu. Tu sais, il y a une carte de bingo qui circule, là, la carte de bingo des rencontres Zoom, cochée quatre les fois. Tu es sur mute, c'est bon, vous pouvez le cocher sur votre case. Donc, l'autonomie décisionnelle, ou en fait, la faible autonomie décisionnelle, qui est un facteur de risque, quand on redonne du pouvoir d'agir aux gens, on leur redonne une marge de manœuvre. Si vous êtes familier avec le ciné du docteur Lupien, on fait référence au C du ciné, le fait d'avoir du contrôle pour qu'ils puissent décider comment, dans une certaine proportion, comment le travail pourrait s'accomplir. C'est important aussi d'amener la nuance. Ça dépend aussi de l'activité professionnelle, du type de travail qui est occupé. Une manœuvre sur une chaîne de montage, disons, qui fait de la découpe de viande, si on lui demande de couper des jambons d'une certaine façon, elle ne peut pas décider qu'elle a fait du bacon cette journée-là. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, comment est-ce qu'on peut leur redonner un petit peu de pouvoir d'agir là-dessus? Comment est-ce qu'ils peuvent influencer sur le travail en lui-même? Quelles décisions est-ce qu'on peut leur laisser prendre dans leur travail, comment le travail s'accomplit, sur l'horaire du travail, sur le travail d'équipe, quelles influences justement ils ont, puis comment est-ce qu'on peut les consulter, comment est-ce qu'on peut les faire participer? Est-ce qu'il y a des comités sur le milieu de travail aussi auxquels ils pourraient joindre pour aller exercer justement cette autonomie décisionnelle-là dans ce qui est applicable dans le contexte du travail? Alison? Désolée, le PowerPoint a un petit délai à chaque fois. Ben, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Moi, je suis bien chanceuse. J'ai pas à le changer. Fait que quatre principaux axes, quatre principaux aspects à cette autonomie décisionnelle-là. Je n'ai brossé un petit peu un portrait. Ben, c'est faire preuve de créativité. Encore une fois, là-dedans, il y a une différence entre ma manœuvre qui fait cette découpe de jambon et quelqu'un qui conçoit des campagnes de publicité dans une agence de pub. Comment est-ce qu'elle peut utiliser aussi ses compétences dans le milieu de travail? La sous-utilisation des compétences, c'est réel également. Comment est-ce qu'on peut influencer sur ces tâches, décider de nos priorités, décider des processus aussi, puis pouvoir les suivre? Quelles décisions est-ce qu'on leur laisse prendre? Puis justement, ben, la définition des conditions de travail. Est-ce qu'on a la possibilité d'organiser notre horaire, d'organiser nos journées en télétravail quand c'est possible, etc. Donc ensuite, troisième risque psychosocial qu'on va aborder avec vous, le manque de reconnaissance ou l'importance de la reconnaissance au travail. Donc, la reconnaissance, c'est quoi? C'est de témoigner de façon authentique, ça c'est important, de la gratitude envers ses collègues, envers nos employés, mais aussi des fois envers, pas des fois, envers les gestionnaires qui sont souvent oubliés là, quand on regarde là, les pratiques de reconnaissance. Donc, c'est vraiment le sentiment d'être reconnu. Puis, la reconnaissance va vraiment agir sur le sentiment de confiance, de loyauté, puis d'engagement là, chez les employés. Tu peux changer, oui, parfait. 4 formes de reconnaissance. On connaît souvent on connaît beaucoup la reconnaissance des résultats, mais qui est dans le fond de reconnaître là, le produit final de travail de l'employé, sa contribution aux objectifs. Donc, souvent, ben, on dit bravo, beau travail, on gagne des prix, même des fois quand on réussit à atteindre certains résultats. Mais 3 formes de reconnaissance qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est la reconnaissance existentielle, qui est vraiment la reconnaissance de la personne, de l'humain. Donc, en tant que tel, au niveau de ses qualités, de ses compétences, pas seulement au travail, mais ses compétences aussi personnelles. Puis aussi l'importance là, de reconnaître le processus de travail, donc de reconnaître la pratique du travail, dont la façon dont qui est la façon dont les employés vont faire la tâche sans regarder nécessairement l'avenue des résultats. Donc, des fois, on n'arrive pas à atteindre les résultats qui sont escomptés, mais si la personne a une très belle éthique de travail,
c'est quelque chose qu'on peut venir reconnaître. Et encore, ben, l'investissement dans le travail, donc tout ce qui est les efforts, la participation, puis la contribution d'un employé face à son travail, c'est une forme là, de reconnaissance là, qui peut être bien utilisée. Moi, je vous dirais l'importance de ne pas seulement axer sur les résultats, mais vraiment de s'assurer d'avoir, là, quand vous faites de la reconnaissance, de vous dire, bon, mais est-ce que j'ai été capable, par exemple, pour tel employé, quel type de reconnaissance là, j'ai été capable de lui donner pour vraiment vous assurer de ne pas seulement utiliser une forme de reconnaissance là, pour favoriser là, leur bien-être au travail. J'aime tellement cette façon-là de le représenter, ce continuum-là, qui est tellement logique puis tellement imagé. Là, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, puis ça fait du pouce avec une question qu'on avait, je pense, dans le chat, qui était comment faire pour montrer sa reconnaissance et être sûr que cela soit reconnu en tant que tel par la personne qui la reçoit. Donc ça peut être de... Est-ce qu'on peut varier ce type de reconnaissance selon les Oui. personnes? Très bonne question. Moi, je pense que ce que je recommanderais, c'est d'avoir une espèce de conversation informelle avec les personnes, là. Je sais que j'ai déjà entendu des gestionnaires qui m'ont dit qu'ils faisaient ça, là. Donc, de se dire, bon, mais pour toi, c'est quoi la forme de reconnaissance c'est quoi la forme de reconnaissance qui te plaît le plus? Tu sais, par exemple, il y en a peut-être qui se disent, bon, ben, si on parle par exemple de reconnaissance existentielle, te faire chanter Bonne fête devant tous tes collègues un midi avec un gâteau, des chandelles, c'est peut-être pas la chose que tu aimes le plus si, dans le fond, tu n'es pas une personne qui aime recevoir des éloges en public. Peut-être ça peut être de dire, ben moi, par exemple, j'aime ça recevoir des petites cartes, des petits mots, etc. Donc, je pense que de s'adapter justement à chacun de ses employés, c'est une forme de reconnaissance aussi de reconnaître qu'ils sont pas tous pareils là, dans la façon dont ils veulent qu'on exprime là, ces comportements-là. Ouais, ça me fait penser, Vas-y, Alissa, tu vas parler après. il y a Claudia Lépine, je pense, qui travaille chez Nexus Innovation, qui a partagé récemment un outil justement de reconnaissance qu'elle a monté elle, à l'interne, qu'on peut aller télécharger. Donc on pourra vous le mettre dans les liens envoyés après le webinaire si jamais ça peut vous aider. Mais elle a fait vraiment tout un outil justement sur la reconnaissance et comment la personnaliser au travail. Donc ça peut être intéressant à aller regarder. Et à la Marie-Ève, fin de la journée, la meilleure reconnaissance, c'est celle qui ne sent pas le plastique, qui est Mhm. authentique, chaleureuse et qui est donnée le plus rapidement possible suivant l'événement qui donne lieu à de la reconnaissance. super, merci pour cet ajout. Donc, dernier point qu'on voulait aborder au niveau des risques psychosociaux, mais parler du soutien social. Donc, l'importance, le manque de soutien, dans le fond, fait partie là, des risques psychosociaux. Le soutien social peut provenir de différentes sources, que ce soit du gestionnaire, de ses collègues, ça peut être même des clients. Mais l'importance, dans le fond, pour un employé de se sentir soutenu, puis il y a 3 formes de soutien qui sont importantes là, pour un employé. Donc, le premier, c'est le soutien instrumental, qui est souvent plus une aide, là, qu'on va dire plus matérielle, là, par exemple, d'avoir un bon équipement informatique pour travailler de la maison, avoir de l'aide à certaines tâches quotidiennes. Puis ici, on a ajouté pour faire un lien avec la conciliation famille-travail. Pour une organisation, ça pourrait être d'offrir, par exemple, des mesures formelles de conciliation famille-travail qui feraient partie là, d'un soutien instrumental. Par la suite, les employés aussi veulent être informés. Donc, tout ce qui est informationnel, information pertinente, être au courant de ce qui se passe dans l'organisation, ça fait partie d'une forme là, de soutien qui est importante là, pour les employés. Puis, le soutien émotionnel, qui est le soutien auquel on va penser quand on va parler de soutien social. Donc, tout ce qui implique là, l'empathie, la compassion, le réconfort, donc l'écoute active sans jugement là, quand un employé là, vit certaines difficultés au travail ou dans sa vie personnelle, là, c'est quelque chose qui est très important. Et si je peux ajouter, au-delà du nice to have, la reconnaissance, le soutien social, quand ils sont là de la bonne façon, ce sont des facteurs de protection à la santé psychologique de vos employés. Ça ne vous dégage pas de l'esprit de la loi, qui est d'agir à la source sur les risques, mais quand ils sont là de la bonne façon, on vient ajouter un petit peu d'air, puis un peu de bienveillance, puis un peu de légèreté aussi sur le milieu de travail. Justement, conditions de succès. Quand on parlait de difficultés d'implantation, c'est une image que j'utilise souvent dans mes formations avec mes clients.
Si on dit qu'on part en voyage toute la gang, je vous dis, soyez prêts, là, le 12 juin, là, on s'en va tous à l'aéroport. On se rejoint le 12 juin à l'aéroport à midi. Soyez prêts. Pas plus que ça. Marie-Ève, elle, ce qu'elle veut, quand on parle de vacances, là, ça sonne, on s'en va à Paris. Fait que Marie-Ève va arriver à l'aéroport avec des bons souliers de marche, puis une garde-robe légère pour aller visiter, puis aller faire du tourisme à Paris. Peut-être qu'Alison, elle, si on parle de voyage, ben, oh, hey, on s'en va en République. Fait que ça va être sandales, costume de bain et paréo au menu, avec une valise assez légère là-dessus. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se dire hey, ça fait longtemps que je vais aller faire une croisière en Alaska. Yes, c'est ma chance. Fait qu'on va arriver avec des bottes très lourdes, des gros manteaux, des gros parkas, parce que c'est ça la température qui fait en Alaska dans notre perception quand on fait une croisière. Ne soyons pas étonnés qu'on se chicane rendu à l'aéroport. Soyons pas étonnés qu'on ait des problèmes, puis que finalement, en bout de ligne, ben, il n'y a pas personne qui va la prendre, cet avion-là, et puis qu'on va rester sur le tarmac en train de se blâmer les uns des autres. C'est important, quand on fait une démarche de ce type-là, de se donner des définitions en partant. Pour construire, il faut définir. Définir, on en a parlé, les coûts de la prévention, les coûts de la non-prévention. On voit souvent les coûts qui sont associés à l'implantation de programmes, à des mesures de prévention. Si je donne une formation, ça coûte tant. Si j'utilise tel outil, si j'implante tel outil, ça va coûter tant. Si j'implante des mesures de sécurité informatique pour faciliter le télétravail, ça va coûter tant. Mais à l'inverse, est-ce qu'on chiffre la maladie? Est-ce qu'on chiffre l'absentéisme? Est-ce qu'on chiffre nos enjeux de santé mentale? On en a parlé d'entrée de jeu, au risque de me répéter, très peu souvent ou trop peu, trop tard. Ensuite, on va aller définir aussi l'engagement de la haute direction. Qu'est-ce qu'on a besoin d'eux à travers tout ça? Des fois, c'est des gens qui sont un petit peu plus loin, justement, des opérations, mais eux, on va leur demander quoi pour aller aussi soutenir tout ce projet-là, pour ne pas avoir des mauvaises surprises non plus en cours de route. Bien, ça voulait dire ça, prendre soin des risques psychosociaux. Oh, attends, on n'était pas prêt à ça. Fait que d'aller définir cet engagement-là pour que ça puisse descendre aussi, puis que ça puisse descendre selon la chaîne hiérarchique. Je vous l'ai dit, on va définir le point de départ aussi. On va aller encadrer nos attentes. Nous ne rendrons pas le milieu de travail parfait. On va y aller à petits pas, puis on va y aller. Ce sont des démarches qui ne se font pas en criant ciseaux non plus. On va définir justement le point de départ. Où est-ce qu'on est comme organisation? Où est-ce qu'on se situe? C'est quoi le portrait de nos risques? C'est quoi le portrait des activités qu'on fait déjà? Puis ensuite, définir cette destination-là dont on se parle. Notre plan d'action va nous permettre de relier le point A au point B. On va se le mettre par écrit. On va se donner des rôles, des responsabilités, des échéances. On va aussi aller définir les rôles et les responsabilités de chacun. On va l'entendre ad nauseam partout. La santé mentale, c'est une responsabilité qui est partagée. Généralement, ça va être accolé avec des affirmations du genre « les employés ne prennent pas leurs responsabilités » ou « la direction ne prend pas ses responsabilités ». Quand on demande après les actions qui ont été faites pour aller définir ces responsabilités-là, ben c'est bruit de criquet, puis il ne se passe pas grand-chose à partir de là. Fait qu'il faut prendre le temps de les définir. Idéalement, votre politique générale santé-sécurité au travail ou d'autres documents, mais ça serait déjà un bon point de départ. Qu'est-ce qui appartient à qui, à quoi, quelles instances, puis ça sera notre menu aussi, c'est-à-dire ça fera partie de notre manuel de recettes pour continuer à faire la route. On va se donner un référent qui fait du sens aussi pour parler des mêmes choses. Puis après, ben, ça fait peu de sens d'investir, de déployer des grands moyens si on ne déploie pas de mesures de suivi, si on ne s'assure pas que ce qu'on a implanté reste implanté et que ça continue de servir à quelque chose. Et si on ne fait pas d'amélioration continue non plus, de continuer de surveiller nos métriques, est-ce que ce qu'on fait a servi à quelque chose? Ça a-tu réglé le problème? Est-ce que ça en a créé d'autres à l'inverse? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Bien, on a fait une très belle version d'un premier plan, d'un premier ébauche, d'une première action, de première mesure. Il faut continuer de l'améliorer. Puis la version 8, elle va être franchement fantastique. Puis je voulais ajouter un peu, ça fait écho à ce que Marie-Ève disait, là, donc l'importance d'avoir quand on parle de risques psychosociaux, là, d'avoir un regard multiniveau sur la prévention. Tu sais, on met beaucoup, dans le fond, de responsabilité là, sur l'individu, mais il faut vraiment avoir un overview, là, pour utiliser un anglicisme, là,
que ce soit au niveau de l'individu, au niveau du groupe, des groupes de travail, des gestionnaires, de l'organisation. Puis là, on voit aussi que au niveau du contexte global, là, par exemple, avec les changements dans les lois, puis tout ça, ça vient jouer là-dedans. Donc, de s'assurer, là, quand on fait des interventions au niveau des risques psychosociaux, est-ce que je suis capable, moi, d'aller jouer à ces différents, toucher à ces différents niveaux-là, là, avec les interventions que je fais dans l'organisation. C'est un beau modèle, ça aussi, le modèle Igloo. Alison? À la fin de la journée, il y a une des questions que vous vous posez sûrement, c'est OK, mais action concrète, qu'est-ce que je peux faire justement pour agir sur les risques psychosociaux? Là, on en a parlé, on s'est nommé les risques. Qu'est-ce qui est à m'apporter comme organisation, comme professionnel RH, comme gestionnaire pour agir là-dessus? 3 niveaux d'action possibles. On va commencer par se préoccuper du niveau d'action primaire. Travaillons sur le travail. C'est l'esprit de la loi en santé et sécurité au travail. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt. C'est agir à la source pour éliminer les risques à toutes les fois que c'est possible. Donc, on va mettre en place des actions qui vont améliorer le milieu de travail, qui vont viser d'instaurer des milieux de travail qui sont sains et sécuritaires à tout point de vue, dans lesquels les individus peuvent se réaliser aussi et qui minimisent les risques qui sont présents. Ensuite, ben, ce n'est pas toujours possible. Donc, on va passer en deuxième étape. Puis je fais souvent le parallèle justement avec les cabinets comptables. Pour agir sur la charge de travail des comptables, il faudrait éliminer la période des impôts. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on va se trouver des moyens aussi secondaires pour aller travailler là-dessus, mais on va se donner aussi, on va aller travailler sur le travailleur à ce moment-là. On va aller l'outiller pour faire face à ces situations-là. On va se donner aussi des ressources pour maintenir la personne en santé. Et en troisième lieu, nos actions au niveau tertiaire, bien, on va travailler à ramener la personne vers la santé. Dans les faits, on a besoin des 3 niveaux, même si votre focus devrait toujours être sur le primaire, mais de justement pouvoir travailler si justement on a des procédures, si on a des événements à potentiel traumatique, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen d'action justement pour ramener rapidement notre personne vers la santé ou éviter de l'échapper et se donner aussi des procédures de retour au travail, procédures d'aménagement d'horaire, des retours progressifs, etc. Puis pour faire un lien là, avec ce que tu dis, Marie-Ève, là, tantôt, quand on parlait que les organisations avaient souvent de la difficulté là, à identifier, à chiffrer leurs choses, leurs interventions, savoir où commencer. Souvent, si vous regardez, par exemple, tout ce qui est au niveau intervention tertiaire, là, par exemple, l'utilisation des programmes d'aide aux employés, le nombre d'employés qui sont en retour au travail, etc., ça peut vous donner des bons indicateurs sur, bon, ben, comment je peux faire après ça en prévention primaire pour réduire l'utilisation des programmes dans l'intervention tertiaire. Puis là, à ce moment-là, bien, si vous voyez une diminution, par exemple, de l'utilisation de certaines pratiques que vous aviez mis en place au niveau de la réparation, au niveau tertiaire, bien, ça veut peut-être dire que vos interventions secondaires et primaires commencent à porter fruit, là. Donc, c'est une façon d'aller commencer à chiffrer là, les interventions au niveau de la santé psychosociale. Pourquoi la personne est tombée au combat, puis qu'est-ce que je Ouais. peux faire pour éviter de perdre d'autres soldats avec ça? Super. Super, merci. On va rentrer encore un petit peu plus dans le vif du sujet. À votre avis, donc, quel est l'impact du soutien des gestionnaires sur la santé et le mieux-être des individus? Parce qu'on sait qu'ils sont vraiment en contact de leurs équipes au quotidien. Donc, ben, c'est sûr que les gestionnaires, c'est des acteurs qui sont extrêmement importants là, au niveau de la santé et du bien-être au travail. C'est vraiment eux qui ont la charge aussi là, d'avoir un impact direct là, sur les risques psychosociaux parce qu'à travers les pratiques de gestion, souvent, c'est là qu'on va venir essayer de prévenir là, les risques psychosociaux. C'est des gens aussi qui ont un lien privilégié avec les employés qui connaissent un peu ce qui se passe là, au quotidien. Donc, c'est pour ça que les gestionnaires là, sont vraiment importants. Puis, à ce niveau-là, moi, je voulais vous présenter là, rapidement, je vois que le temps file, mais je voulais vous présenter quand même les résultats d'une étude que j'ai menée là, dans le cadre de mon doctorat. Donc, c'est une étude pour laquelle on a eu accès à des dossiers de réclamation d'assurance. Donc, nous, ce qui nous intéressait de voir, c'est est-ce que la présence d'un climat de santé et bien-être au travail, d'un climat de sécurité psychosociale dans l'organisation va avoir un effet là, sur la santé et le bien-être des employés. Donc, on a fait une étude auprès de
59 organisations, 3000 employés, mais cette partie-là, dans le fond, on avait accès à 661 dossiers de réclamation d'assurance que j'ai décortiqué là, pour arriver là, au résultat que j'ai. Donc, Alison, tu peux changer la diapo. Donc, comme je vous disais, on a regardé un peu la présence, comment l'employé perçoit le climat de santé et de bien-être de son organisation. Donc, l'employé, on posait la question, est-ce que votre organisation, vous avez l'impression que votre organisation se soucie de votre santé physique et psychologique, se soucie de votre bien-être au travail? Donc, nous, ce qu'on a observé, c'est que les employés qui ont une perception un petit peu plus négative de leur climat de santé et bien-être au travail vont souffrir davantage d'épuisement émotionnel. Puis au niveau des réclamations d'assurance, ça va avoir un impact là, d'augmenter le nombre de réclamations d'invalidité, donc d'être dans une organisation où l'employé n'a pas l'impression que ses gestionnaires, que l'organisation, la culture se soucie de sa santé et de son bien-être au travail. Mais on a été voir aussi, bon, au niveau du soutien du supérieur immédiat, est-ce que même si l'employé, par exemple, est dans une organisation où la culture de santé et bien-être au travail est un petit peu moins développée, parce qu'on le voyait tout à l'heure, là, on en a parlé que des fois, la haute direction s'investit peut-être un petit peu moins dans tout ce qui est santé et bien-être au travail pour certaines organisations. Donc, est-ce que le gestionnaire peut venir faire un petit effet de buffer là, là-dedans, puis venir un peu là, diminuer l'impact là, négatif d'un manque là, de climat de santé et de bien-être au travail. Donc, dans la prochaine diapo, vous allez pouvoir voir ici, c'est un graphique là, où on remarque là, complètement à gauche, c'est des employés qui sont dans une organisation avec un faible climat de santé et de bien-être au travail. On remarque déjà au niveau du soutien du supérieur immédiat qu'il y a déjà un impact sur l'épuisement émotionnel. Donc, les employés qui sont dans une organisation qui a un faible climat de santé et de bien-être au travail et qui, en plus, reçoivent un faible support de leur supérieur immédiat vont être davantage épuisés que des employés qui se retrouvent dans un faible climat, mais avec un haut support du supérieur immédiat. Puis, si on bascule vers une organisation qui a un climat de santé et de bien-être qui est plus élevé, l'effet entre les deux là, est encore plus frappant. Donc, tout ça pour vous, vous dire que, encore une fois, que les gestionnaires ont vraiment une place importante là, dans tout ce qui est gestion de la santé et du bien-être au travail, mais aussi au niveau du soutien. Tout à l'heure, on a parlé des risques psychosociaux, donc ça fait partie là, un peu de cette équation-là. Je vais être brève parce qu'on a encore on a encore du contenu. Simplement, quand on se parle du rôle du gestionnaire, il y en a qui font des images fantastiques pour résumer en très peu de coups de crayon ce qu'on pourrait passer des heures à expliquer. On peut être, dans le fond, ce qui est retracé ici, c'est deux types de gestionnaires possibles. On peut être en matière de protection de la santé mentale de nos gens, mais on peut être un gestionnaire parapluie, des priorités changeantes, des demandes contradictoires, des distractions, des meetings, tous les éléments qui vont rajouter à la charge de travail et qui vont venir perturber aussi l'efficacité et la productivité de notre équipe, puis qui vont rajouter à tout ça. Ça va faire la différence versus justement d'être un gestionnaire plus de type entonnoir où on va simplement projeter sur l'équipe ce qui nous vient, ce que le contexte amène justement comme délai, comme meeting, distraction, comme requête. Ce sont des gestes concrets qui vont manifester de la reconnaissance, du soutien, puis qui vont venir préserver la charge de travail. Puis pour terminer, là, tout à l'heure, Marie-Ève va aborder là, tout ce qui est prévention primaire. Puis dans l'étude que j'ai faite que je vous ai présentée tout à l'heure, on parlait justement d'un climat de santé et bien-être au travail, donc du climat de santé de sécurité psychosociale. Donc, dans le fond, c'est un nouveau cadre théorique là, qu'on utilise beaucoup en recherche en santé et bien-être au travail, qui sont les perceptions partagées concernant les politiques, les pratiques, les procédures et la sécurité psychologique et physique des travailleurs. Donc, c'est la perception que les employés ont que l'organisation se soucie de leur santé et de leur bien-être au travail. Puis, on remarque que les organisations qui ont davantage de climat de sécurité psychosociale Alison, tu peux changer la diapo, vont avoir des effets positifs, donc vont agir comme précurseurs en amont des risques psychosociaux. Donc, les employés qui sont dans ces organisations-là vont avoir tendance souvent à doter d'avoir plus d'autonomie, plus de latitude décisionnelle, reconnaissent avoir plus de soutien, plus de reconnaissance, une charge de travail qui est moins élevée. Donc, c'est vraiment là, quand on essaie
Le climat de sécurité psychosociale, c'est vraiment un changement de culture de l'organisation. C'est sûr que ça peut être plus long à implanter, mais les études montrent vraiment que c'est ça qui a des effets bénéfiques là, à long terme, le changement de culture de l'organisation pour la prévention des risques psychosociaux au travail. Puis, je vais vous présenter rapidement les 4 piliers. Donc, pour s'assurer d'avoir un climat de sécurité psychosociale là, dans l'organisation. Donc, on en parlait, l'importance que la haute direction démontre sa préoccupation pour prévenir le stress, puis s'engage aussi dans certaines démarches. Également, que la haute direction fasse de la santé et du bien-être au travail sa priorité. Donc, de prioriser la santé psychologique, de dire que la santé psychologique des employés, c'est aussi important que la productivité au travail. Donc, de pas c'est comme un changement de balance parce que dans beaucoup, dans les peut-être les 20-30 dernières années, on était beaucoup axé sur la productivité, mais là, on se dit, bon, mais la santé psychologique, c'est aussi important que la productivité. Puis, on le sait, un employé qui est en mauvaise santé psychologique va être de toute façon moins productif au travail. C'est des organisations aussi qui ont souvent un haut niveau de communication là, en ce qui concerne tout ce qui est santé et bien-être au travail. Puis, on s'assure aussi dans une organisation qui a un climat de sécurité psychosociale élevé, que vraiment tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation soient investis. Donc, pas seulement, par exemple, les gestionnaires, mais vraiment aussi que les employés soient responsabilités, la haute direction. Vraiment que tout le monde mette la main à la pâte un peu là, pour créer là, ce climat-là dans l'organisation. Donc, pour conclure, là, le climat de sécurité psychosociale va favoriser la bienveillance organisationnelle. Donc, il faut que ça devienne une priorité stratégique. Puis, si ça vous intéresse, là, je pourrais vous partager là, des études qui démontrent là, que les organisations qui ont un climat de sécurité psychosociale qui est élevé vont avoir des meilleurs résultats en tout ce qui touche là, au niveau de la santé mentale. Donc, moins d'absentéisme, moins de présentéisme, moins d'épuisement. Donc, on voit vraiment que c'est un climat qui va impacter l'organisation, les gestionnaires et les employés. Tout ça pour faire un lien avec l'importance d'avoir un regard multiniveau là, sur la prévention. Donc, on vous a présenté tantôt le modèle IGLOO. Donc, le CSP vient vraiment là, englober là, tous les niveaux de l'organisation. Super, on va voir maintenant donc comment est-ce que ça peut se traduire concrètement en organisation. Puis on va vous laisser avec quelques pistes de réflexion pour aujourd'hui. Donc on va revenir sur les risques qu'on a vus tantôt. Donc par exemple par rapport à tout ce qui va être sur la charge de travail, on disait que ça va être important vraiment de se questionner sur cette charge de travail. Puis surtout quand on s'engage aussi dans des processus de mise en place enfin, des démarches de conciliation famille-travail. Donc, posez-vous la question, est-ce que votre organisation va vraiment agir sur la charge de travail avant et pendant l'implantation de mesures de conciliation famille-travail? Pareil pour la faible autonomie décisionnelle, le type de question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que votre organisation va offrir des mesures d'aménagement du temps et du lieu de travail? Pour la faible reconnaissance, est-ce que vous avez consulté vos employés sur leurs besoins en matière de conciliation famille-travail? Parce que parfois on pense qu'on fait aussi, la bonne affaire, la bonne chose comme on mentionnait pour la reconnaissance, tantôt. Certaines personnes peuvent la recevoir de manière, différente. Donc quels sont les besoins de vos employés, par rapport à ça? Marie-Ève, je ne sais pas si vous avez des petites choses à ajouter, sur ces non? C'est bon, parfait. En matière de harcèlement psychologique aussi, par exemple, est-ce que vous avez des politiques en matière de prévention du harcèlement? Avez-vous formé, sensibilisé vos employés et vos gestionnaires? Pour le niveau d'information, est-ce que vous avez fait une rétroaction des résultats du sondage? Comme on mentionnait tantôt, ça va être important de revenir, vers vos employés puis de leur en parler. Avez-vous diversifié vos moyens de communication également, selon, vos publics? Et pour le faible soutien social, on en parlait il y a quelques instants, le soutien des gestionnaires est vraiment important. Donc, ont-ils les bons outils pour agir aussi? Offrez-vous des mesures de soutien aux employés et à leurs familles? Offrez-vous des congés pour responsabilité familiale? Puis toutes ces mesures répondent-elles aux besoins identifiés par vos employés? Également, pour vos gestionnaires, donc on parlait que les gestionnaires devaient être vraiment dans l'écoute active, sans jugement, puis relayer l'information de la bonne manière, comme le mentionnait la petite, image montrée par Marie-Ève Champagne, tantôt. Puis on voulait aussi vous laisser donc avec, cette image. Donc peut-être qu'un de vos premiers pas que vous pourriez faire, dès demain matin, ça va être vraiment de venir sensibiliser vos gestionnaires, puis déconstruire les préjugés en matière de CFT. Parce que parfois, on a des mesures de CFT qui sont présentes en organisation,
mais certains employés n'osent pas les utiliser par peur du jugement peut-être de leurs collègues ou de comment ils vont être perçus dans l'entreprise. On pense beaucoup aux proches aidants, par exemple, qui sont souvent moins connus dans les organisations. C'est un petit rôle auquel, c'est un petit rôle, un grand rôle auquel on pense un petit peu moins au quotidien par rapport aux parents de jeunes enfants, par exemple. Donc, ça va être important que ces employés-là se sentent reconnus dans leurs responsabilités familiales afin d'être à l'aise d'utiliser les mesures de conciliation famille-travail. Ouais, je trouve ça super intéressant, Lucine, ce que tu disais. Puis je voulais peut-être ajouter aussi là, au fait que, tu sais, oui, des fois, ça peut être dans certaines organisations, on peut mettre en place des pratiques de conciliation travail-famille, mais comme tu disais, les employés ont peur de l'utiliser. Je pense que tout ça part justement du manque là, de compréhension peut-être de la haute direction de l'organisation de vraiment mettre en place un climat organisationnel qui va vraiment favoriser la santé et le bien-être au travail. Puis ça passe là, notamment par tout ce qui est conciliation travail-famille. Donc, l'importance, pour faire un lien encore avec ce que Marie-Ève et moi disions, là, d'intervenir en une intervention primaire là, pour vraiment Mhm. assurer de changer un peu la culture là, de l'organisation pour les employés. Exact. Merci pour cet ajout. On arrive maintenant à notre période de questions. Je sais qu'il y avait une question dans le... je vais arrêter de partager mon écran, d'en mettre un entier, mais je crois qu'il y avait une question dans le chat de Joanie qui disait: «Nous avons une employée qui vivait des difficultés dans sa vie personnelle. Sa directrice l'a énormément soutenue et malgré tout, elle est en arrêt de travail. Comment est-ce qu'on peut offrir plus que ce que nous offrons déjà comme soutien? De plus, nous sommes rendus l'extension de la maison et on reçoit tous les problèmes des employés dans nos bureaux. On écoute, on accompagne, on allège les tâches, on réfère à des ressources, mais malgré tout, ça ne va pas. L'implication des employés est au minimum.» Puis je pense que ça traduit bien des fois, l'état un peu de désespoir dans lequel on peut se trouver quand on a l'impression d'avoir tout tenté ou peut-être qu'on a tout tenté pour aider, un employé. Est-ce Je que la vous êtes reprendrai, Marie-Ève, pour commencer, si tu me le permets. Euh, un point clé, on n'a pas d'affaires dans la vie privée d'un employé s'il ne nous y invite pas. Puis avec une démarche de ce type-là, on ne réglera pas tous les problèmes du monde. Dans le modèle de Marie-Ève que présentait tantôt l'Igloo, que j'aime vraiment beaucoup, il y avait aussi le contexte global. On va se souvenir que pendant la crise financière de 2008-2009, on a eu des effets sur la santé mentale jusqu'à 2 à 3 ans suivant ça. Fait on est encore dans les secousses de la pandémie, on n'est pas sorti du bois. Fait on ne réglera pas tous les problèmes de nos employés à leur place. Je vais aussi citer Jean-Pierre Brun qui dit: l'organisation ne fait pas toujours partie du problème, mais fait toujours partie de la solution. Donc, en matière de soutien, de reconnaître qu'à titre de gestionnaire, nous ne sommes pas thérapeutes, ce n'est pas notre rôle. Nous, on s'occupe du travail, on s'assure que le milieu de travail qu'on offre à nos employés comporte le moins de risques possible, puis qu'on leur offre aussi des ressources pour garnir leur coffre à outils. Le coffre à outils de tout le monde n'est pas plein de la même façon. Il y en a qui ont des meilleurs outils que d'autres. Il y en a qui les utilisent aussi volontiers plus que d'autres. Et il y en a aussi qui sont simplement en train de couler, qui ne sont même pas capables d'utiliser les outils à leur disposition. Fait que c'est une situation hyper complexe qui demande des actions à plusieurs niveaux, mais déjà de reconnaître qu'on ne le fera pas à leur place. C'est déjà ça, notre responsabilité est ailleurs. D'avoir la discussion sur les responsabilités, c'est important aussi. Ça fait partie du processus qu'on va mettre en place. Marie-Ève, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non, ben réponse très complète, tu sais. Puis moi, j'irais aussi surtout dans la bienveillance aussi lors du retour au travail de cet employé-là. Là, tu sais, aussi, comme tu, Marie-Ève, tu l'as mentionné, le travail aussi fait partie de la santé. Donc, que la personne, si elle est partie pour des raisons, il y a des raisons personnelles qui ont forcé son départ, mais de faire en sorte que quand elle va retourner dans son poste de travail, quand même, là, que si l'organisation est bienveillante autour d'elle, ça va fort probablement là, favoriser là, sa réintégration dans son poste là, le plus rapidement possible. Là. super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à intervenir. Alison, équipe technique en fantôme derrière. Il y avait une question sur comment on calcule. Si je me souviens bien, on était à la diapo sur les coûts associés au stress et aux problèmes de santé mentale. Donc, à moins, la personne doit se reconnaître, juste me corriger au besoin, mais je crois que c'est par rapport à comment on calcule au niveau des indicateurs.
Beaucoup, je vous dirais que le calcul dépend beaucoup de certaines méthodologies qu'on va utiliser. Là, en tout cas, quand on regarde dans la littérature, là, il y a beaucoup de variations. Là. Tu sais, des fois, on dit, bon, mais si on investit $1, combien ça me rapporte? Là? Il faut toujours faire attention un peu à ce genre d'études-là parce que ça dépend beaucoup de la méthodologie que les chercheurs vont utiliser. Mais je pense qu'au niveau du coût, une piste de solution qui pourrait vous aider beaucoup, là, c'est au niveau de votre assureur, tu sais, tout ce qui est, par exemple, les coûts qui sont dus à des réclamations, par exemple, d'invalidité, puis tout ça, ça peut, dans le fond, essayer de trouver où est-ce que vous pouvez trouver des données objectives pour justement là, être capable de chiffrer là, les coûts du stress, de la santé au travail, puis aussi des fois de faire des sondages dans l'organisation, puis de faire un parallèle avec certains coûts, par exemple, que votre assureur peut vous sortir. C'est des choses qui sont intéressantes là, pour venir là, calculer justement là, tous ces coûts-là. Je ne sais pas, Marie-Ève, si tu voulais ajouter quelque chose au niveau des indicateurs là, que tu disais au début qui étaient peut-être intéressants Ben, à lire. consommation des services, comme tu disais, du PAE, le type de service, tu sais, c'est confidentiel, un PAE, le type de service consommé, si on est capable d'avoir des coûts liés aussi à ça, ce qui est consommé au niveau des assurances collectives, vos invalidités court terme, long terme, durée d'absence, vos chiffres en santé, sécurité au travail, indice de gravité, indice de fréquence si vous êtes rendu là, euh, toutes vos métriques de productivité aussi, de production, d'atteinte de quotas, de résultats, etc. Tout ça, ça trace un gros portrait. Puis il faut l'appréhender dans sa globalité pour avoir le juste portrait. Vos registres de premiers soins et premiers secours aussi. Vos employés en détresse psychologique sont de 1,4 à 4 fois plus susceptibles d'avoir des troubles cardiovasculaires, des accidents de travail, des troubles musculo-squelettiques et des troubles mentaux. Gardez un œil sur vos métriques à la fois personnelles et professionnelles, autant que RH. Vous allez avoir un meilleur portrait d'ensemble. Après ça, ben, est-ce que vous avez ces datas-là? Est-ce que vous avez justement des SIRH, des éléments technologiques qui vous permettent de traquer ça? Des tableaux Excel, quitte à le calculer à mi-terme. Des fois, c'est mieux qu'avoir rien du tout. Ça commence par ça, puis on bâtit tranquillement le business case. Merci beaucoup pour ces belles réponses. Julie, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en vois pas d'autres dans le chat. Pas dans le chat, mais dans le module Q&A, il y en a une dernière. Comment, en tant que gestionnaire, ne pas se substituer à la responsabilité de la personne avec qui on travaille tout en lui apportant du support? Je sais pas qu'on y a touché un petit peu au cours de la présentation, mais c'est une autre manière de rewarder le tout. Partir des besoins de la personne. De quoi as-tu besoin? C'est une question qu'on ne pose à peu près jamais, puis qui fait toute la différence. Parce que des fois, j'en croise des gestionnaires dans ma pratique, on va se poser en héros, en super-héros, on se dit, je vais la sauver d'elle-même, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va régler le problème, tout est beau, c'est ça qu'on attend de moi. Et c'est quoi le besoin de la personne? Est-ce qu'elle veut être entendue? Est-ce qu'elle veut de l'accommodement? Est-ce qu'elle veut du support? Elle ne veut pas nécessairement être en arrêt non plus. Peut-être qu'elle a besoin d'informations, elle cherche des repères, elle veut juste se confier. C'est quoi le besoin? Puis la discussion de la responsabilité, la loi nous donne des responsabilités comme employeur, comme gestionnaire, les employés en ont aussi. Je reviens encore, politique générale, santé, sécurité au travail, définir les responsabilités. On va le faire en équipe, impliquer votre comité SST, impliquer votre représentant SST, votre agent de liaison pour définir ça, puis assurez-vous que les gens comprennent, puis assurez-vous que ça vit aussi à travers le temps. Vous allez avoir un bon départ de conversation. C'est un beau voyage qui nous attend, les organisations québécoises, pour mieux prendre soin de la santé psy de nos employés. Mais ça ne se fait pas en criant ciseaux, puis ça va se faire à petite, à grande échelle, dans les petites et les grandes choses. Parfait. Donc, à moins qu'une autre personne se manifeste dans le chat ou dans le module questions-réponses, on aurait complété les questions. Hein, on a fini dans l'heure qu'on s'était donnée. On est bonne. Pas tout le temps. Super. Votre Merci, merci beaucoup à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous pour cette heure. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas peut-être aussi à nous les envoyer par courriel, puis on transférera à nos deux invités au besoin. Donc, merci à vous, puis merci beaucoup Marie-Ève Beauchamp-Legault et Marie-Ève Champagne d'avoir participé avec nous et nous avoir apporté vos connaissances sur le sujet. Merci pour l'invitation.